Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'évoquait tout à l'heure ma collègue Céline Brulin, la réforme à venir de l'éducation prioritaire pose de nombreuses questions. Disons-le, nous doutons fortement de la pertinence des réponses que le Gouvernement souhaite apporter au dysfonctionnement de l'éducation prioritaire. Toutefois, et ce sera ma première remarque, il est difficile pour nous d'avoir un œil complet sur la réforme dont l'expérimentation débute dans quelques mois et pour laquelle nous avons au final peu d'informations. Mon département, les Bouches-du-Rhône, abrite une des académies test et pourtant, nous n'avons encore qu'un regard très flou sur le devenir des 328 écoles maternelles et primaires ainsi que des 47 collèges aujourd'hui en REP ou REP+. Les premiers retours que nous avons dans mon département sur les groupes de travail préfigurant les contrats locaux d'accompagnement sont inquiétants. Ainsi, sur les 72 écoles initialement ciblées dans les Bouches-du-Rhône, seules 39 devraient être concernées. Quid des autres et pourquoi ces écoles précisément ? À ces deux questions, les organisations syndicales n'ont pas obtenu de réponse de la part du rectorat à l'heure où je vous parle. Ces écoles sélectionnées devraient bénéficier de 10 postes et 30 indemnités pour mission particulière. Comment seront répartis ces moyens ? Pour reprendre les termes de Marc Douer, le président de l'Observatoire des zones prioritaires, je cite « Passer d'une logique de politique territorialisée à une politique d'établissement constitue une rupture profonde. » La notion de réseau mobilisant la communauté éducative, le monde associatif et les collectivités territoriales permet de créer un environnement stable et stimulant. Or, c'est bien cet aspect social qui est retiré de l'éducation prioritaire. On assiste par ailleurs à une véritable mise en concurrence des établissements qui va être mise en œuvre. Et comme dans toute mise en concurrence, les perdants sont souvent identifiables en amont de la procédure. On risque donc de se retrouver avec des établissements déjà en difficulté, perdant leur label et les moyens qui vont avec. D'ailleurs, pourriez-vous nous éclairer sur les méthodes de quantification et de qualification des projets ? Vous nous aviez présenté certains éléments regroupant des critères sociaux, mais aussi des critères environnementaux, comme le taux d'enseignants titulaires, le climat scolaire ou l'indice d'éloignement. Mais cela ne répond pas à beaucoup de questions que se posent les enseignants et les parents, et cela les inquiète. Une inquiétude qui a même poussé le SNALC, traditionnellement plutôt classé à droite de l'échiquier politique, à exiger l'abandon immédiat de cette expérimentation. À quel moment le rectorat considérera-t-il qu'un projet est prometteur ? À quel moment il considérera que le projet a réussi ? Prendra-t-il en compte les aides extérieures sur lesquelles certains établissements pourront compter, notamment par le biais d'un surplus d'engagement des collectivités territoriales ? Ne risque-t-on pas, comme le relève Jean-Yves Rochex, de retomber dans des formes de clientélisme comme nous n'avons pu en connaître sur d'autres sujets ? Pouvons-nous espérer, par exemple, une réforme de l'affectation des enseignants, évitant la concentration des jeunes dans des établissements parfois très difficiles ? Autre point sensible, la probable ouverture des dispositifs d'éducation prioritaire aux établissements privés, notamment confessionnels. Après la scolarisation obligatoire à 3 ans, ce serait un nouveau cadeau du service public d'éducation nationale au secteur privé. Pourtant, et malgré les déclarations rassurantes du secrétaire général de l'enseignement catholique, on ne peut pas dire que l'enseignement privé soit un champion de la mixité sociale. Le risque, on le voit venir, c'est que des établissements échangent des exonérations de frais pour les familles tout en se « remboursant » entre guillemets avec la manne de l'éducation prioritaire via la contractualisation avec les rectorats. Ce risque est d'autant plus grand que, vous l'avez dit, la réforme se fera à moyens constants. On touche ici à une vraie problématique. D'un côté, la Cour des comptes estime que 25% des élèves qui relèvent des REP ne devraient pas y être, et de l'autre, 70% qui devraient être éligibles ne le sont pas. On voit bien que même si on pouvait opérer une bascule magique, des 1,4 milliard d'euros aujourd'hui déployés ne suffiraient pas à assurer un régime efficace. Et là, vous proposez d'encore élargir le spectre, quitte à faire bénéficier des établissements qui n'en ont pas besoin. Par ailleurs, on aimerait plus de clarté de votre part. Devant notre commission, vous déclariez, je cite, « Quant aux moyens supplémentaires à ce stade de l'expérimentation, nous allons fonctionner à moyens constants. » Devant nos homologues députés, vous commencez par évoquer une voie parallèle avec des moyens propres, tout en maintenant le cap des moyens constants. Il est donc bien prévu d'aller chercher des fonds attribués à certaines écoles publiques aujourd'hui pour aller financer le secteur privé ainsi que des écoles rurales isolées qui, s'il est vrai, elles ont besoin de financements dédiés, ne peuvent être rhabillées en déshabillant des écoles urbaines en difficulté. Je conclurai en rappelant un unique chiffre. L'an dernier, dans les 15 postes supprimés dans les Bouches-du-Rhône pour le secondaire, 10 concernaient ceux des horaires de SECPA et 5, les 5 derniers, postes pour des REP+. Je vous remercie.